Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire intitulé Est-ce trop tard pour se positionner sur le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies? Point d'interrogation. On va donc tâcher d'y répondre. On a aujourd'hui l'honneur d'accueillir deux analystes, Vincent Gann et Valentin Offrand, qui prendront la parole un peu plus tard. Tout d'abord, comme d'habitude, je vais commencer avec les risques du trading. Les CFD sont des produits à effet de levier. Le trading sur CFD comporte donc un risque élevé et ne convient pas à tous les clients. Nous vous remercions de bien vouloir vous assurer que vous avez pris pleinement conscience des risques inhérents à ce type d'opération et, le cas échéant, vous êtes fait conseiller de façon indépendante. Le trading de CFD peut non seulement conduire à une perte totale de votre capital investi, mais peut également entraîner des pertes supérieures au dépôt. Finalement, le contenu de ce webinaire ne constitue pas un historique de nos cotations ou une offre ou une sollicitation à investir dans un quelconque instrument financier. Brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas IG Bank, ça existe depuis 45 ans. On est présent dans à peu près 14 pays au niveau global. On est le leader mondial de CFD avec environ 240 000 clients actifs dans le monde. En Suisse, on existe depuis 2014. On a donc obtenu la licence bancaire qui est nécessaire pour être broker en Suisse et on est régulé FINMA, ce qui veut aussi dire que tous vos comptes sont protégés à hauteur de 100 000 francs. On a un bureau à Genève, puis un bureau à Zurich. On a à peu près 17 000 valeurs disponibles. Cela inclut également les cryptos sur lesquels on va parler aujourd'hui. Toujours en CFD. Vous pouvez acheter crypto en long ou en short avec un effet de levier. On a plusieurs plateformes de trading, bien sûr la plateforme IG, mais également des plateformes tierces qui fonctionnent sur notre API, comme Pro Realtime ou encore MT4. Et nous avons également prochainement un partenariat d'ailleurs avec TradingViews, qui est tout simplement la plateforme graphique la plus utilisée au monde. Et Vincent Gann, ici, qui est présent avec nous, est d'ailleurs le représentant pour TradingViews France. Voilà, c'est tout pour ma partie. Si vous avez des questions sur IG Bank, voilà, je vous invite à écrire les numéros de téléphone que vous voyez à l'écran. Vous pouvez également me poser les questions aujourd'hui même sur le chat et je tâcherai d'y répondre pendant la présentation. C'est tout pour moi. Voilà, la parole est à vous, Valentin, Vincent. Je vais vous passer donc l'écran. Alors bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors je vais vous partager mon écran. Voilà, normalement ça devrait être bon. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je suis en compagnie de Vincent Gann, analyste de marché, indépendant et également, comment on dit ça, business developer, voilà, de TradingView France. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir, voilà, de vous présenter ce webinaire sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin. Est-ce qu'il y a encore du potentiel haussier? Quelles sont les perspectives de long terme? C'est ce que nous allons tenter d'y répondre. Rapidement, une petite présentation eh bien de nous deux. Vincent Gann, analyse de marché avec beaucoup d'expérience. Il a notamment travaillé pour BFM Bourse, Day by Day, IG, FXCM. Voilà, donc il a un bon palmarès. Il intervient fréquemment sur BFM Business, sur CKAV Online, donc plusieurs médias voilà, télévisés. Et il contribue également sur le site Cryptost. Je ne sais pas si Vincent, tu vas en parler un petit peu plus. Oui, non, mais je te remercie, Valentin, de me présenter. Non, mais c'est une belle présentation de moi. Je suis ravi de participer à ce webinaire, d'être invité, puis de pouvoir en parler avec Valentin. Et en plus, nous faisons maintenant l'émission au bon moment, puisque on arrive en pleine baisse de 10% du cours du Bitcoin. Tout le monde crie au crack, alors que nous allons vous montrer ce soir que ben non, c'est juste un petit retracement, il y a largement la place, et il était temps d'ailleurs. Donc voilà, mais oui, voilà, Valentin, la présentation, je pense que elle est parfaite. Je te remercie. En tout cas, je suis ravi de pouvoir discuter, d'échanger, débattre avec toi ce soir du BTC.
Eh bien, c'est un plaisir partagé. Alors, ce que nous allons faire, c'est tout d'abord faire une courte introduction au Bitcoin. Je propose que Vincent, tu le fasses, étant donné que tu as cette connaissance très technique hein, du Bitcoin, de la blockchain, des crypto-monnaies. Alors, très technique, je ne sais pas, parce que c'est vaste, très vaste, les fondamentaux de la blockchain et du Bitcoin et des crypto-monnaies, de tous les protocoles. C'est un travail sans fin. Et oui, je pense que c'est important de commencer par ça. Pourquoi? Parce que l'image générale qu'ont les personnes du Bitcoin, et puis ce soir on parle de trading Bitcoin, c'est ça, c'est Bitcoin égale trading, égale achat-vente, ça monte, ça baisse, etc. On oublie presque que derrière chaque crypto-monnaie, il y a la technologie blockchain, il y a un protocole et il y a une utilisation concrète. Alors, le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie lancée donc en 2009. Ça a lancé en fait la création ensuite de toutes les autres crypto-monnaies. Une crypto-monnaie, c'est juste une application de la blockchain. Donc au final, ça fait maintenant 12 ans que le Bitcoin existe. Et alors, le lancement du Bitcoin, j'en dis un mot maintenant parce que c'est aussi, ça fait partie un peu de l'histoire. Et puis, il y a toujours des incertitudes. Le voile n'est pas levé. Créé en 2009, le Bitcoin à la base, c'est au lendemain de la crise financière, la crise des subprimes, la crise de 2008, où le système bancaire était malmené, où certains se sont dit que les banques pouvaient faire faillite. Rappelez-vous, à les banques, il y a eu des augmentations de capital, les banques centrales, les États ont prêté des milliards aux banques, la crise financière de 2008, et certains se sont dit, il y a un risque d'avoir son argent dans les banques. Donc, à la base, l'idée, c'était ça, c'était de créer un nouveau système décentralisé, en dehors des banques, permettant d'échanger de l'argent, permettant de s'échanger de l'argent. Le Bitcoin, à la base, c'est ça. C'est s'échanger de l'argent. C'est avant tout une utilisation commerçante. Avant d'être un actif de trading, c'est une utilisation commerçante, c'est-à-dire par des commerçants sur le web, de tout type de produits et services. Et là aussi, l'utilisation commerçante, elle a fortement augmenté. Alors, en 2009, le Bitcoin il a été créé par un certain Satoshi Nakamoto. J'espère ne pas égratigner son nom et son prénom. Satoshi Nakamoto. Mais en réalité, on ne sait pas qui c'est. Est-ce un homme? Est-ce une femme? Est-ce un groupe de personnes? On ne sait pas. Dans quel pays? Japonais? Angleterre? Maintenant, les dernières rumeurs parleraient plutôt de l'Angleterre. En tout cas, ça a été créé donc en 2009 par ce Satoshi Nakamoto et depuis ça n'a cessé de prendre de l'ampleur, non pas parce que c'est un actif de trading sur lequel on spécule, mais parce qu'il y a une utilisation concrète dans l'économie réelle en tant que moyen de s'échanger de l'argent, c'est-à-dire en tant que moyen de paiement. Donc l'histoire est longue, Valentin diffuse là sous vos yeux tout un historique des événements fondamentaux du Bitcoin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le dernier en date, celui-là qui nous intéresse directement parce que c'est lui qui a propulsé le Bitcoin sur de nouveaux records historiques en décembre dernier et qui, là, a créé la hausse vers 40 000 $ avec une fin un peu excessive. La dernière actualité en date, c'est en novembre dernier, l'annonce par PayPal. Alors PayPal, tout le monde connaît, c'est un énorme système de paiement mondial. Ça pèse des centaines de milliards maintenant, PayPal. PayPal a annoncé en novembre dernier accepter Bitcoin et d'autres crypto-monnaies majeures dans son système de paiement de toutes les autres devises classiques. Alors, c'est-à-dire qu'imaginez, vous avez possédez un site internet, vous vendez vos produits, quelqu'un veut acheter vos produits en Bitcoin, vous n'êtes pas obligé d'accepter ces Bitcoins. Lui peut payer en Bitcoin via PayPal, mais PayPal va vous donner la devise que vous voulez, l'euro, le dollar, bien sûr, ils se servent. Mais en tout cas, en face, le client potentiel, il peut régler en BTC. Et là, ça a encore augmenté la demande commerçante, l'utilisation commerçante des bitcoins. Donc voilà, ce soir, on va surtout parler de trading et puis de niveaux techniques intéressants. Mais je pense je voulais commencer par ça pour rappeler que Bitcoin, c'est d'abord une utilisation commerçante dans la sphère économique. Voilà, Valentin, j'ai fini. Merci pour cette présentation. Alors, le Bitcoin en 2020, envolée majestueuse en fin d'année. Bitcoin plus 278%, comparé aux indices, aux autres actifs financiers, c'est une performance remarquable. Voilà. Sans surprise, ensuite le Nasdaq qui suit, mais loin derrière, 43%, le cours de l'or 28%, le S&P 13%, etc., etc.
Donc on a eu, comme l'a très bien dit Vincent, une nette envolée l'année dernière. C'était juste après le crash du coronavirus, un crash du Covid, le Bitcoin il plonge en même temps que l'or, que tous les autres actifs. Hein. C'était un peu une crise de liquidité finalement qui s'est répercutée également sur le marché des cryptos, hein, ce qui était assez inattendu, mais bon, ça a été également le cas. Plus bas à 3000 dollars en mars pour le Bitcoin et depuis mars 2020, bah, c'est haussier. Il y a des périodes de consolidation assez longues. Et voilà, c'est vraiment depuis l'automne dernier qu'on a eu la flambée du cours du Bitcoin. Ouais, c'est vrai qu'en 2000, l'année dernière, tout le monde parle du Nasdaq, des actions comme Tesla, etc. Au final, l'année dernière, c'est le Bitcoin qui était leader. Alors, je pense que c'est important, Valentin, ce que vient de rappeler Valentin, parce que au final, il faut avoir ça en tête. On vient de s'envoler, on a beaucoup progressé, on a fait de nouveaux records historiques, on a sous le pied une énorme progression relative. Valentin va vous montrer des graphiques qui montrent qu'on est tout en haut, mais il faut avoir conscience de ça. On a déjà beaucoup monté, donc une pause, un retracement, ça a largement sa place. Voilà. Au niveau donc du poids du Bitcoin, vous savez que les crypto-monnaies, ben, il y en a plusieurs. Hein. Il n'y a pas que le Bitcoin. On appelle ça les altcoins, il me semble. Donc il y a l'Ether dedans, il y a le XRP de Ripple, le Bitcoin Cash, le Bitcoin Gold, le Litecoin. Bref, il y en a des centaines, même des milliers, il me semble. Donc le Bitcoin, c'est la principale, hein, c'est la plus grosse crypto-monnaie sur le marché. Ce qui est intéressant régulièrement d'observer, c'est le poids du Bitcoin dans le marché des crypto-monnaies. Il y a une période où en 2017-2018, juste après le crack en fait, après le crack de fin 2017, le Bitcoin il s'est effondré avant les altcoins. Les altcoins, c'était un petit peu plus tard. Il me semble que c'était en janvier-février 2018. Et donc, du coup, on a eu un poids, le Bitcoin qui est passé sous 50%, sous le seuil des 50%. Donc, en clair, il y avait autant d'altcoins, enfin plus d'altcoins à ce moment-là que de Bitcoin, en termes de captation boursière en dollars, évidemment. Voilà. Donc, depuis, on a le Bitcoin qui a repris un peu du poil de la bête, mais on a un joli plafond hein, que tu nous as dessiné, Vincent, à peu près à 73% de la capitalisation boursière. Donc voilà, dès que le Bitcoin a atteint 73% de la capitalisation boursière du marché, il semblerait que les altcoins recommencent à surperformer et donc regagnent des parts de marché. C'est bien ça? Ouais, alors en fait, voilà, c'est ça. L'intérêt, alors on n'est pas forcé de vouloir faire de l'analyse technique sur de la dominance. Donc ce que vous avez sous les yeux, donc comme Valentin a bien expliqué, c'est la dominance Bitcoin, donc le poids du Bitcoin dans la capitalisation boursière totale cryptographique. Regardez d'abord tout en haut à gauche du graphique, avant 2016-2015, le Bitcoin, quand il était seul au monde, forcément, il avait une dominance de 95, entre 95 et 99%, parce qu'il n'y avait pas de altcoins, il n'y avait pas de concurrents. Il n'y avait pas de nouveaux jetons, de nouveaux projets. Et puis, depuis le Bitcoin, après quelques années un peu seul au monde, eh bien, à partir de 2015-2016, les halts sont arrivés en force et là, ça continue d'exploser. Donc, oui, on peut optimiser son trading du Bitcoin en regardant des niveaux historiques de dominance. Et donc, oui, là, récemment, très récemment, en janvier, depuis 2 semaines, si vous suivez le marché des crypto-monnaies, vous n'avez pas manqué l'envolée des altcoins, le rattrapage vis-à-vis du BTC. Le BTC fait des nouveaux records historiques depuis le mois de décembre. En janvier, beaucoup de alts ont à leur tour fait des nouveaux records historiques. Il y avait une façon d'anticiper cette rotation, ce passage de témoin, ce rattrapage, en utilisant cette analyse technique de la dominance. Il y avait effectivement une résistance. Bon, c'est un outil en plus à croiser avec son analyse technique classique. Mais en tout cas, voilà, ce que vous montre là, Valentin, c'est un outil pour le trading Bitcoin à utiliser d'optimisation. Voilà, donc là, la dominance, ça recule. Elle a tendance à reculer depuis 2 semaines maintenant, depuis qu'on a atteint ces 73%. Alors pourquoi, et je termine là-dessus, pourquoi on ne peut pas envisager d'aller au-delà de 73%? C'est parce que c'était le monde d'avant, c'est-à-dire le monde sans les alts. Maintenant, des alts, il y en a plein, il y en a des solides. Le deuxième, le coin Ether, la blockchain Ethereum, c'est le concurrent principal. Puis il y en a d'autres. Donc, c'est
peu envisageable que Bitcoin retrouve son poids d'avant, mais on peut par contre envisager qu'il continue d'osciller là entre les 50-60% et 70% encore un certain temps, en tout cas pour cette année. Alors, je tiens à préciser aussi que c'est pas parce que le poids du Bitcoin baisse que le cours du Bitcoin baisse, hein. Si les altcoins ils surperforment le Bitcoin, on va avoir le poids des altcoins qui va augmenter plus vite, hein, enfin la capitalisation boursière des altcoins qui va monter plus vite que le Bitcoin, et donc du coup on a ce poids du Bitcoin qui va reculer, hein. Mais donc cette résistance entre guillemets à 73%, c'est pas un signal pour shorter le Bitcoin, hein. Un signal de vente du BTC, exactement. Là, Valentin a parfaitement raison. En janvier, les alts se sont envolés et le BTC, bon, jusqu'à aujourd'hui, parce que là, il sort par le bas, faisait un range, il était flat. Donc, ouais, comme le dit Valentin, c'est pour juger d'un rapport de sur-sous-performance entre, d'un côté, le BTC et de l'autre, le monde des alts. Savoir qui va sur-sous-performer sur quelques semaines pour savoir où aller, quoi. Alors, voici un graphique long terme, très long terme du Bitcoin, en fait, hein, depuis quasiment les premières cotations, donc mi-2011. C'est un graphique sur une unité de temps hebdomadaire. Enfin bon, de toute façon, que ce soit hebdomadaire ou mensuel, ça ne change pas grand-chose. L'essentiel ici que je voulais faire voir, c'est qu'on retrouve des phases, des cycles sur le cours du Bitcoin qui sont assez similaires, je dirais, en tout cas dans la durée des cycles, puisqu'on a des très longues périodes de consolidation qui durent 3 ans d'une manière générale, et on a ensuite des rallyes haussiers, comme vous voyez 2012-2013, et puis 2017 ici, d'environ 1 an, 53 semaines, 46 semaines, où là, le Bitcoin, régulièrement, il inscrit des nouveaux records, il s'envole, on a un état de bulle qui se forme jusqu'à l'éclatement de la bulle et la prochaine phase de consolidation. Voilà, donc j'ai trouvé ce graphique vraiment assez, enfin en tout cas moi je le trouve assez intéressant. Donc là on a eu le breakout, comme l'a dit Vincent, en décembre 2020, on a commencé, le Bitcoin a commencé à refaire des nouveaux records. Donc on est peut-être parti pour une petite année, enfin plus ou moins 1 an de rallye. Alors là, on a un échantillon que de 2 cycles pour cette conclusion. Donc il faut la prendre avec des pincettes, hein. C'est pas comme si c'était arrivé déjà 10 fois d'affilée, hein. Ça fait que 2 fois qu'on a ces cycles. Mais voilà, en tout cas, si on a un cycle qui venait à se répéter comme les 2 précédents, ça voudrait dire que là, jusqu'à cet automne, on va dire, hein, l'automne 2021, ça sera une période où il faudra faire attention, où ça marquera peut-être la fin du rallye haussier. Ouais, moi, je trouve, permets-moi, Valentin, du coup, d'utiliser ton graphique parce que je le trouve vraiment super. Le graphique qui est sous vos yeux, il dit plein de choses. Déjà, c'est l'historique du Bitcoin depuis 10 ans. Ce graphique montre que nous ne sommes pas dans une bulle spéculative, parce qu'une bulle spéculative, ce serait s'envoler de manière verticale sans jamais faire de pause. Et regardez Bitcoin, par exemple, entre 2013 et 2016, un range. Entre 2018 et 2019, un range. Donc, il prend le temps. Ce que je trouve hyper intéressant dans ce graphique en log de Valentin, c'est l'aspect cycle temporel. Donc là, on voit vraiment que ça fonctionne bien. Et c'est vrai qu'en analyse technique, on se concentre beaucoup sur l'axe des prix, mais il y a plein de choses à faire sur l'axe du temps. D'autre part, autre élément, je regarde ce qui s'est passé en 2017 lorsqu'on a dépassé les sommets de 2013. On avait enchaîné donc au milieu plusieurs semaines de hausse et est arrivé 4-5 semaines de retracement. Et moi, mon opinion, que ce qu'on vit sur le Bitcoin depuis là quelques séances, c'est ça. Et il est temps. Historiquement, le Bitcoin, il prend son temps, il retrace. Et là, nous étions arrivés au bout d'une phase d'excès vertical. Les premiers supports sont très bas. On peut même revenir à 25 000 $, 21 000 euros, 20 000 euros, sans que ça nuise à la construction technique haussière. C'est le pullback sur les précédents plus hauts. Donc oui, là, je pense que la séance d'aujourd'hui, mais il y avait des pré-signaux depuis quelques séances, donne depuis la semaine dernière, parce que la semaine dernière a été la première semaine baissière du cours du Bitcoin depuis décembre dernier. Donc voilà, en fait, nous sommes entrés, non pas là dans un crack. Regardez ce graphique, il montre que c'est largement haussier à long terme, mais dans quelques semaines de pause, et limite tant mieux, parce que nous serions allés en ligne droite à 100 000 $,
Là, c'était une bulle spéculative, ça allait s'effondrer derrière. On se décorrélait des fondamentaux, c'était fini. Donc, non, je trouve que ce graphique en log montre la force des cycles temporels, ça c'est vraiment propre. En plus, du coup, Valentin nous donne un objectif à horizon quelques mois et tout ça tient la route. On peut faire là quelques semaines de pause, peut-être jusqu'au début du printemps, puis repartir ensuite vers de nouvelles cibles. Du coup, pour la fin d'année, Valentin, c'est ça? Ouais, si le rallye continue comme les deux précédents, c'était à peu près un an, puisqu'on a eu des nouveaux sommets en décembre 2020. Du coup, on peut projeter ce rallye jusqu'à décembre 2021, plus ou moins. C'est pas exact. Vous voyez que c'est 46 semaines ici, 53, mais c'est à peu près un an, quoi. C'est plus ou moins un an. Donc, à partir de cet automne, il va falloir être prudent si le cycle se répète. C'est possible que au final, on a un rallye que de quelques semaines et puis qu'on a cette longue période de consolidation de 100 semaines ou plus. Tout est possible. Ouais. En Voilà. tout cas, ça Et montre que vraiment. ouais. Pardon, je t'en prie. Non, non. Et seconde chose que je voulais dire par rapport à ce graphique, c'est un petit détail, mais on voit que les sommets à l'éclatement des bulles, c'était proche de seuils psychologiquement importants, des chiffres ronds, 20 000 $, ouais, 19 666. Ici, c'était 1163, donc la première fois que le Bitcoin a dépassé 1000 $. Ensuite, il y a eu un petit excès de 163 $, et puis voilà, c'était la fin de cette bulle. Voilà, de cette envolée, on va dire. Ici, pareil, 11,85 $, donc il y a eu le Bitcoin qui a dépassé 10 $, et puis ensuite, on a eu la grosse correction et la consolidation. Donc voilà, on a des seuils, les chiffres ronds, qui semblent être des seuils psychologiquement importants sur le Bitcoin. Ouais, ça fonctionne bien. Alors du coup, après les quelques semaines de pause dans lesquelles on entre maintenant, peut-être de retracement, on va regarder les graphiques en temps réel tout à l'heure. Du coup, Valentin, moi j'ai envie de te poser une question. Quel sera le prochain chiffre rond, 50 000 ou 100 000? Alors moi, j'ai envie de croire enfin, je ne serais pas surpris si ça monte à 100 000, honnêtement. Voilà. Là, on a eu une envolée à peu près on est passé de 10 à 1000, enfin de 11 à 1100, donc ça fait une envolée spectaculaire, ça fait 1000% de hausse. Ensuite, on passe de 1100 à 20, à peu près 20 000. Donc là, c'est pareil, c'est une envolée énorme. Donc j'ai envie de croire également à une envolée quand même assez conséquente, pas simplement le prix du Bitcoin qui double, mais je pense que le Bitcoin peut faire x4, x5, x6, c'est possible. Depuis les anciens records, je parle bien. Et Donc ça, par ouais, rapport à c'est 20 000, honnêtement, il peut. Moi, je le vois. Enfin, je n'anticipe pas qu'il aille à 100 000, mais je ne serais pas surpris s'il atteint cette cible d'ici la fin de l'année. ouais, ce temps qui tient ses précédents plus hauts, bah, donc les 20 000 $, les anciens records historiques. En tout cas, ce graphique de long terme donne beaucoup d'informations et puis ça permet surtout de recadrer les variations quotidiennes parce que forcément, lorsqu'on prend des centaines de... Là, aujourd'hui, on voit moins 11, on se dit Bitcoin crash, mais il est à 31 000 $. Il y a encore un mois, 31 000 $, c'était un prix inespéré. C'était personne pensait qu'on pouvait rejoindre ce prix-là. Donc là, on fait une pause, on corrige un excès. Mais on rentre pas en bear market, quoi, comme j'ai pu lire. Voilà. Oui, c'est clair. Il y a encore de la marge. Ouais. Alors, le prochain graphique, justement, on parlait des replis, des drawdowns. Donc, c'est le même graphique, sauf que nous avons en dessous l'évolution du drawdown du Bitcoin. Donc, c'est quoi le drawdown? C'est en fait le retracement du Bitcoin par rapport à son prix le plus élevé. Voilà. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que pendant ces longues consolidations qui semblent assez tranquilles sur une échelle logarithmique, en fait, c'est quand même des retracements assez conséquents. Là, on a 80% de retracement ici. Pareil à ce moment-là, vous voyez, 80% ici. Bon, là, c'était un peu spécial parce que c'était le premier vraiment rallye haussier. Mais sinon, on voit quand même que lors des phases des consolidations de plusieurs années, on a des retracements assez violents. En tout cas, plus de 50% de retracement.
Alors que pendant les phases de rallye haussier, c'est surtout, vous voyez, des corrections de 30-40%. Donc ce que nous avons, comme l'a dit Vincent, depuis quelques semaines, 2-3 semaines, hein, le retracement que nous avons, ce n'est pas du tout inquiétant. En 2017, pendant le rallye haussier, là, ces replis que nous avions eu, c'était ouais, j'ai mis un seuil à 30%, c'était plus de 30%, hein, c'était 35, 40, 40%. Là, on est à quoi? On est à 30, à peine 30% de baisse. Donc pour le moment, le retracement que nous avons sur le cours de Bitcoin, personnellement, moi, je ne suis pas choqué. En tout cas, je ne pense pas que ce soit le début d'un signal baissier. Voilà, c'est une respiration qui était tout à fait nécessaire au vu de l'envolée. Pour corriger l'excès, pour moi, l'excès, on a dépassé les 20 000 dollars et on s'est envolé à 42 000. Voilà, tout ce qu'on a fait entre 25 000 et 42 000, là, c'était un excès. Alors, c'est sûr que de toute façon, il faut être réaliste. Le cours du Bitcoin, c'est pas une monnaie classique, c'est beaucoup plus volatile. Là, si on devait comparer le drawdown euro-dollar avec le cours du Bitcoin, c'est absolument pas comparable. Quelqu'un qui est arrivé en tout dernier au-dessus des 30 000, là forcément, ça fait mal. Mais c'est parce que c'était la toute fin d'une jambe de hausse qui a commencé en mars dernier. Hein. Donc, mais il n'empêche, le Bitcoin, c'est encore récent, c'est tout récent, hein, c'est au stade expérimental encore, les crypto-monnaies. Donc, sur les marchés financiers, malgré l'augmentation du volume, malgré l'arrivée des institutionnels, il y a du drawdown, il y a de la volatilité. Et donc, in fine, pour les trader, eh bien, c'est surtout l'effet de levier qu'il faut gérer, et voire même limite ne pas faire d'effet de levier parce que il y a du drawdown, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a déjà de la volatilité, quoi. Alors le prochain graphique, je l'ai trouvé sur Internet qui est très très intéressant, je trouve. C'est plus du fondamental pour le coup, hein. Nous avons donc le cours du Bitcoin, hein, la ligne noire avec les points de chaque couleur. Les points de chaque couleur représentent la période avant le prochain halving. Donc je ne sais pas si tu veux faire une aparté sur le halving, Vincent. Ouais, alors dans toute l'histoire du Bitcoin depuis 10 ans, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, le Bitcoin, comment est-ce que c'est créé? C'est par ce qu'on appelle des mineurs. Bon, si c'est pas des mineurs physiques, hein, ce sont des systèmes informatiques qui vont permettre de créer les jetons. Donc, on consomme de l'électricité, ça coûte de l'électricité. Et le mineur, une fois qu'il a son jeton, il le revend au prix du marché. Et qu'est-ce qu'il gagne comme argent? Il gagne la différence entre le prix de revente et le coût de l'électricité. Et en fait, le halving, l'histoire du Bitcoin, tout par période régulière, donc je crois que c'est tous les 4 ans, faut pas dire de bêtises, la prime de minage, elle est divisée. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de mineurs, hein, tout simplement. Il y a de plus en plus de mineurs. Donc la prime de minage est divisée. Et à chaque fois, et donc ce qui est intéressant, ce que montre le graphique Valentin, c'est qu'il y a une espèce de récurrence de mouvements de marché dans le sillage des halvings. Pourquoi? Parce que une fois que le halving a eu lieu, pour que ça reste rentable pour le minage, il faut que le prix du Bitcoin augmente, puisque la prime, elle, a été divisée. Donc, pour récupérer, il faut que le prix continue de progresser. Donc, je pense que ça doit expliquer ça, ces mouvements récurrents qui suivent le halving et qui se répètent. Je vois ça comme ça, quoi. Ouais, voilà, ce qui est intéressant avec ce graphique, c'est que vous voyez la période, les sommets par exemple, c'était à peu près 30 mois avant le halving, hein, puisque c'est couleur jaune-orange, vous voyez, donc 30 mois to halving. Et alors que les bottoms, hein, les creux majeurs, c'était vous voyez, couleur verte, bleu turquoise, donc c'était entre 20 et 10 mois avant le prochain halving. Et puis les nouveaux records, dès qu'on a eu les breakouts, vous voyez, ici on a le breakout, c'est couleur rouge. Pareil ici, rouge-orange, idem en 2020. Rouge-orange, c'est à peu près, vous voyez, 40-30 mois avant, avant le prochain halving. Donc là, nous sommes au niveau de cette flèche, hein, orange. Donc on est encore loin du prochain halving. Mais vous voyez que le top, hein, si on estime le top par rapport à la période avant le prochain halving, hein, qui est entre, vous voyez, enfin, couleur jaune-orange, c'est 30 mois. Et bien du coup, on reste un petit peu dans notre cycle, hein, qu'on avait vu dans le précédent graphique de encore, vous voyez, 8 mois, 7 mois, 8 mois de hausse avant le top. Donc voilà. Et ensuite, le moment
peut-être intéressant, où il y aura le bottom, ça sera à ce niveau-là. Donc, ça sera entre 20 et 10 mois avant le prochain halving. Donc, ça sera 1 an, 2 ans, entre 1 et 2 ans après le top. Ouais, c'est intéressant. On retrouve encore l'approche, l'axe du temps, quoi. Il y a des cycles temporels intéressants. Oui, ça semble assez cyclique, voilà. Donc, par rapport au halving, c'est assez intéressant. Alors, je vais te laisser commenter ton graphique, Vincent. Ouais, alors, ce que vous avez sous les yeux, c'est un graphique du Bitcoin en bougie journalière. Alors, c'est pas en temps réel, hein, forcément, puisque là, la pattern en est sortie par le bas. Ce que je voulais montrer, donc, vous avez les anciens records historiques, 20 000 $, et toute l'accélération depuis mi-décembre, et l'envolée à 40 000 $. Puis, vous avez un espèce d'histogramme horizontal à côté des prix. C'est en fait ce qu'on appelle le volume profile, c'est le volume négocié par niveau de prix. Et ce que je voulais montrer dans ce graphique, c'est que l'essentiel des transactions, des stocks, des positions ouvertes, c'est fait entre les 19 000 et les 28 000 $. On voit vraiment le gros du volume. Et ensuite, toute la phase d'accélération au-dessus des 30 000 d'excès, etc., c'est fait dans un intérêt de volume très réduit. C'était vraiment les derniers à se positionner. C'était pas là les institutionnels qui initiaient des positions longues. C'était la hausse, la toute fin de la hausse s'est fait dans un volume très réduit. Et donc là, le marché construisait une sorte de pattern de range. Il en est sorti par le bas parce que voilà, c'était le volume rapporté au niveau de prix montre que tout ce qui s'est passé début janvier, cette accélération dessus des 30 000, se faisait dans un volume réduit, sans les mains fortes. Et d'ailleurs, je pense que les mains fortes, là, elles attendent qu'on retrace vers les anciens records historiques pour recharger. Donc voilà, c'était une façon de voir que la hausse de début janvier, elle était fragile. Si on comparait au volume négocié par niveau de prix avant sous les 30 000 $. Très bien. Donc, ça veut dire que aux alentours des 20 000, enfin, ce niveau de volume, je sais pas, ça doit être 20 000, 23 000. Voilà, C'est ça, c'est là où il y a le plus d'intérêt. En plus, ça correspond à des niveaux techniques. Et là, tout le monde se pose la question, est-ce qu'on peut retracer aux anciens records historiques? Donc, c'est 20 000 $, 16 000 euros. Il y a plein d'outils à technique qui permettent de trouver des supports plus ou moins avant, 25, 26, en fonction des approches. Il y a plein de méthodologies techniques. Mais ce que nous dit là, le volume profile, le profil du volume par niveau de prix, c'est que la zone optimale, là où a priori il y a un stock d'acheteurs important, du lourd, c'est le niveau des 24 000 $. Ok. Alors ça, je vais te laisser commenter du coup, parce que là, pour le coup, Ouais, alors d'accord. la valeur du Bitcoin, on se pose tous la question de savoir quelle est la valeur du Bitcoin. Donc j'ai dit en introduction juste un mot sur sa valeur dite commerçante. Alors le problème, c'est que comme c'est pas centralisé, il n'y a pas un organisme qui va dire voilà, le Bitcoin est utilisé tant. Il va falloir que tous les systèmes de paiement qui acceptent de Bitcoin donnent leurs données. Donc on attend les données de PayPal cette année quand l'information va commencer à arriver. Mais donc il y a une partie de la valeur du Bitcoin, c'est la sphère économique. Il y a une autre partie de la valeur du Bitcoin qui est sa sphère financière, c'est-à-dire son utilisation par les institutionnels, son intégration au marché financier, comme les actions, le forex, l'or, le pétrole. Alors via quoi les institutionnels, les traders de salles de marché, de banques, de hedge funds, de tout ce qu'on veut, en finance institutionnelle, trade via les contrats futurs et les contrats d'options. Contrats futurs et contrats d'options que la bourse de Chicago a créé donc depuis maintenant 3 ans, avec maintenant plein d'échéances et notamment sur les options, ça commence à vraiment augmenter. Et donc, ce que vous avez sous les yeux, pour résumer, c'est le volume. Voilà. C'est le volume depuis 2 ans sur les futurs et options Bitcoin et ça a triplé. Donc, il y a maintenant une partie de la valeur du Bitcoin qui est une valeur financière liée en fait au fait que cet actif financier a été intégré bien aux positions de trading de la finance mondiale et ça va continuer d'augmenter. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a eu hier cette annonce de BlackRock gigantesque, géant mondial, qui dit qu'il va allouer une partie de ses flux
au contrat futur BTC. Donc voilà, quand on se pose la question de savoir quelle est la vraie valeur du BTC, sa valeur tangible, il y a son utilisation en tant que monnaie numérique, et il ne faut pas oublier aussi son utilisation par les instituts. Donc pour de la spéculation, quoi. Enfin, spéculation. Oui, Alors, spéculation. il y a de la spéculation, il y a maintenant de plus en plus de buy and hold, de buy and hold. Oui, oui. C'est de la diversification, mais c'est aussi, oui, je pense que les hedge funds, je pense que, ouais, comme tu dis, ils spéculent beaucoup, il y a souvent beaucoup de positions short. Moi, je suis persuadé que là, sur l'excès, au-delà des 35-40, ils avaient des positions short, et maintenant, ils attendent plus bas. Mais en tout cas, voilà, ça m'a marqué cette augmentation du volume depuis 2 ans, quoi. Alors les altcoins, nous avons devant nous l'indice des altcoins. Donc il me semble qu'il réunit la plupart des altcoins en fonction de la captation boursière. C'est bien ça, Vincent? Oui, c'est ça. Alors, Ouais. en fait, ce que j'ai voulu montrer ici, je t'en prie, Valentin, je te laisse finir, pardon. Ouais, non, en fait on a vraiment une reprise des altcoins. Ça a été un peu, j'ai l'impression que ça a été un peu plus long que le Bitcoin. Le Bitcoin, il a commencé vraiment à progresser en octobre, enfin début de l'automne. Tout début de l'automne, il me semble, c'est là où il a vraiment quitté le seuil des 10 000 $. Et les altcoins, voilà, c'était, je trouve, un petit peu plus long, hein, pour qu'ils vraiment s'envolent, quoi. Là, on voit qu'on a les altcoins qui ont plus que doublé, hein, par rapport au mois de novembre. Au mois de novembre, c'est à peu près 600 $, cet indice. Et on est passé à 1600. 1600. Donc, on a vraiment une belle hausse des altcoins, mais vraiment sur les 2 derniers mois de l'année 2020, quoi. Exactement. Alors, je vois qu'il y a des questions, on va y répondre, mais effectivement, donc Valentin merci, à rappeler une chose importante, c'est que sur le marché des crypto-monnaies, qui s'institutionnalisent entre guillemets, c'est comme sur le marché action, il y a des rotations. Sur le marché action, on parle de rotation sectorielle. Il y a un temps pour tout, tel secteur, puis tel secteur. Et bien, sur le marché des cryptos, les rotations, c'est entre les grandes catégories. Donc, il y a BTC d'une part, deuxième catégorie, les alts majeurs. Ensuite, troisième catégorie, les alts de manière générale. Donc là, vous avez un indice synthétique de altcoins. Donc, ce que je voulais montrer, c'est qu'on peut faire l'analyse technique de cet indice synthétique pour voir à partir de quand les alts peuvent rentrer dans une phase de rattrapage sur BTC. Et il y a encore une troisième catégorie qui concerne les jetons de la finance décentralisée, c'est-à-dire toutes ces crypto-monnaies derrière lesquelles il y a de la finance décentralisée, donc des systèmes de prêt d'argent via la blockchain, ce qu'on appelle donc la DeFi. Donc les flux tournent entre ça. En janvier, les jetons de la finance décentralisée, les alts, ont accéléré, alors que BTC, là, rentrait en range, et là, il en sort en plus par le bas, quoi. Donc voilà, donc sous vos yeux, c'est la même chose, c'est l'indice synthétique, qui en fait, c'est une moyenne pondérée des coins de la finance décentralisée. Et donc voilà, on peut voir qu'il y a eu une espèce d'euphorie aussi là depuis sur les dernières séances, et maintenant elle est corrigée. De toute façon, en bourse, quels que soient les marchés, quelles que soient les classes d'actifs, quand on finit par s'envoler de manière verticale, qu'on laisse les supports très très loin et que tous les grands médias en parlent, c'est qu'en fait c'est le début de la fin, en tout cas le début d'un retracement, quoi. Donc, voilà. Alors, graphique, ouais, très intéressant que nous avons devant, c'est une capitalisation boursière capitalisation boursière totale, hein, des crypto-monnaies. On voit que avec la montée des Bitcoin, des altcoins, des jetons de finances décentralisées, on a vraiment une envolée, hein, de cette capitalisation boursière qui atteint presque 1 trillion, de dollars, donc 1000 milliards de dollars. C'est au-dessus du sommet de décembre 2017. Donc, on a vraiment un point, hein, du Bitcoin, des crypto-monnaies qui est de plus en plus important dans la finance, hein. Personne ne sait, hein, jusqu'à où ça va monter, hein, mais en tout cas, voilà, on a vraiment une adhésion aux crypto-monnaies qui est de plus en plus importante.
Ouais, puis ça permet un peu de resituer donc le marché des cryptos. Bon là, il recule maintenant, mais il a atteint les 1000 milliards de dollars. Donc on peut comparer ça aux capitalisations boursières atteintes par les GAFAM. Il me semble qu'Apple est autour des 2000, Amazon, Facebook, ils sont entre les 1000 et les 1500. Donc voilà, on rejoint ce type de capitalisation boursière. J'ai lu, bon c'est pas facile à estimer, mais qu'on estimait la capitalisation boursière du marché de l'or autour des 3000 milliards de dollars, mais c'est uniquement l'or. Là, ce que vous avez sous les yeux, c'est Bitcoin plus toutes les altes. Et donc, la capitalisation du Bitcoin, là, c'est le pourcentage de ce qu'on a vu au début, la dominance, donc là, 65%, des 900 à 90 milliards de dollars. Mais en tout cas, oui, maintenant, c'est clair que ça pèse. Ça pèse une grosse somme sur les marchés maintenant. Ouais, et ce que nous pouvons voir aussi, c'est avec le RSI. Souvent, on pense que le RSI, dès qu'il est au-dessus de 70, donc en zone de surachat, c'est un signe de retournement immédiat. Pas du tout, hein. On voit que lorsqu'on a eu des phases vraiment de hausse verticale exponentielle, le RSI peut rester longtemps au-dessus de 70 et c'est pas parce qu'il descend en dessous de 70 qu'on va forcément avoir un retracement. Donc je serai vigilant, hein, sur le RSI, sur les crypto-monnaies. De toute façon, quand le momentum il est important, que ce soit sur les crypto-monnaies ou une autre valeur, c'est compliqué de se positionner dans le sens inverse de la tendance. Voilà, donc ça peut être vraiment dramatique. Donc vu le momentum que nous avons sur les crypto-monnaies, voilà, le RSI ça peut être un indicateur pertinent pour le vendre, pour vendre le Bitcoin ou une autre crypto-monnaie, quoi. Alors, je propose qu'on réponde aux questions et puis à la rigueur, on pourra passer sur la plateforme en live. Ouais. Alors, première question de Grégory. Bonne opportunité pour se positionner long quand le marché remontera. En tout cas, d'un point de vue technique, d'un point de vue sur le long terme, hein, comme on a fait voir, hein, sur les graphiques au début, le retracement que nous avons, il n'est pas inquiétant. On a une zone de support aux alentours des 24 000 $, ou alors l'ancien plus haut qui était à 20 000 à peu près. Voilà, on n'a pas le retracement que nous avons là, il n'est pas exceptionnel, quoi. Ça pourrait être le début d'un bear market, hein, personne ne le sait, mais en tout cas, dans le passé, les corrections de 30%, voire de 40% après que le Bitcoin commençait à inscrire des nouveaux records, c'est du déjà vu. Voilà. Et ça n'a pas remis en cause la tendance. Donc c'est possible qu'on ait un retracement jusqu'à 25 000, en dessous de 30 000 peut-être, et qu'ensuite le Bitcoin rebondisse et reprenne sa tendance de fond. En tout cas, c'est mon opinion. Ouais, je suis assez d'accord, hein, revenir entre les 20 et 25 000, ce serait une opportunité. Bon, par contre, forcément, oui, si on réintègre les anciens plus hauts, ce que n'a jamais fait le BTC de son histoire, là, ce serait compliqué. Mais là, de toute façon, il fallait, hein, c'est sur les graphiques weekly, monthly, il fallait arrêter de monter. Il y a une place. J'ai regardé sur l'axe du temps, on peut même rester en range maintenant en mars ou avril prochain. Donc, oui, 20, 25 000, revenir en direction des anciens records historiques, ce serait une opportunité, mais là, il faut laisser le temps au marché faut pas se précipiter, hein, encore plusieurs séances, voire semaines de range retracement, mais d'abord, là, on commence par une phase de correction. Voilà. Où trouver le code pour les cryptos, Vincent? Sur CME, c'est ça? Alors, les données, ouais, sur le site de la Bourse de Chicago, le CME, hein, sur le site de la Bourse de Chicago, il y a une section Commitment of Traders. Ok, Voilà, tout alors, simplement. question suivante, pourriez-vous faire une analyse de long terme sur l'Ether? Alors, c'est parti. Vincent, tu veux que je te donne la main ou... Ouais, Oui, oui, oui. hop là. Vincent. Alors, Probablement, je vais répondre à une autre question. là, est-ce que je peux partager alors, Alors, normalement, en dessous du bouton play, tu as un bouton screen.
Je Et regarde tu justement dois pour pouvoir partager sélectionner. le bon écran. Voilà. Ouais. Ouais, donc, le coin Ether, fidèle second du BTC, il a fait le job en grande partie. Le BTC a fait ses nouveaux records historiques en décembre dernier. Le coin Ether vient de les faire. Alors, en tout cas, en cours de clôture, sous vos yeux, c'est un graphique en données hebdomadaires. Il a rattrapé le cours du Bitcoin. Maintenant, lui aussi, il va se poser. Mais techniquement parlant, tout s'est fait par étapes de manière très propre. Tout a commencé, c'était l'été dernier, et ensuite en septembre-octobre dernier, par la figure de creux, le double bottom, sorti par le haut. Bon, là où j'ai mis aussi le système Ishimoku, il y avait des signaux hyper classiques de renversement, des dépassements de résistance. Vis-à-vis du BTC, lorsqu'on regarde le ratio ETH-BTC, ici en weekly, il lui aussi s'est retourné progressivement à la hausse. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a du potentiel et que le coin Ether continuera de surperformer, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore fait ses records historiques. Mais à court terme, dans l'immédiat, comme le BTC, parce que on pourrait presque même le mettre dans le même panier si on devait faire des catégories, il y a BTC, Ether et ensuite les alts. Mais bon, le coin Ether est encore vu comme une alt, en tout cas c'est la plus majeure de toutes les alts. On s'est envolé, on a dépassé les résistances, et là maintenant, la phase d'excès a eu lieu, et cette phase d'excès, il faut la dégonfler. Les supports weekly sont très bas. Retracer à 800 $, je ne sais pas, personne ne le sait en fait, c'est bas. Un retracement, un range, on verra bien, mais dans cette zone-là, le marché va marquer une pause et ensuite partira vers des nouveaux records historiques et dépassera donc les sommets de janvier 2018. Donc moi, mon opinion, c'est qu'on part pas du tout là dans une phase de crack, de chute et de retour à la case départ, et c'est qu'on va enfin prendre le temps de faire quelque chose de latéral. Imaginez si on avait empilé les vertes là, semaine après semaine. Là, c'était une bulle, c'était fini. Et des bulles dans l'histoire, il y en a. On revient toujours à la case départ. Donc voilà où nous sommes. C'est pas marrant, c'est sûr que c'est moins excitant quand ça cesse de monter toutes les semaines, mais il faut s'attendre à ce que fin janvier, février, mars, peut-être avril, soit quelque chose de flat dans cette zone-là. Donc du coup, trouver des supports entre 800 et 1000, et pour derrière ensuite envisager que ça reparte. Voilà. Moi, je vois les choses comme ça, en tout cas pour le coin Ether. Oui, je pense que le mieux, c'est peut-être pas d'essayer de deviner, tenter de trouver le point le plus bas. Je pense que d'un point de vue, en tout cas, de l'analyse technique, c'est préférable d'attendre comment dire, un signal haussier, de retournement haussier, comme un avalement, comme une étoile du matin, toutes ces figures Voilà. en Il chandelier faut japonais patienter. de retournement. Et dès qu'il y aura ce signal-là, bon, ça sera pas le prix le plus bas, mais en tout cas, ça évitera en tout cas de faire des erreurs, ou en tout cas de diminuer le risque de faire des erreurs. Voilà. Et puis, regardez sous les yeux, vous avez le BTC en weekly. En 2017, on dépasse les sommets de 2013. Et là, quelques semaines de conso. En fait, c'est juste ça qu'on démarre. Alors forcément, on voit là, regardez tout cet espace-là, la ligne de tendance, les supports qui remontent, tout cet espace-là, il est entre les 25 000 et les 40 000. Moi, mon scénario, c'est que c'est là-dedans qu'on va faire un range. Donc, presque, c'est énorme, 25-40 000. Mais techniquement D'ailleurs, parlant, ouais, je t'en prie, Valentin. excuse-moi. Non, je remarque que le RSI hebdomadaire que nous avons là, la bande 90 a l'air assez pertinente. En tout cas, en 2017, on voit que on a eu des C'est pics la même. comme ça proches de 90, et à chaque fois qu'on a atteint cette zone, on a eu quelques semaines de retracement, quoi. Donc C'est le exactement ça. retracement d'aujourd'hui n'est pas, C'est du c'est déjà pas vu. Voilà. inquiétant, C'est quoi. du classique BTC. Voilà, classique Mais c'est sûr déjà que vu. c'est en pourcentage, c'est gros. C'est, enfin voilà pour la question. J'aurais une question pour vous. Oui, Tu as mentionné la rotation. On a vu donc que le Bitcoin était prédominant jusqu'à à représenter 70% de tous les coins. Et puis on a eu ce début de retracement où les altcoins et éventuellement les DeFi coins, on commence à reprendre la main. À votre avis, est-ce que ce mouvement est plutôt vers la fin ou il y a encore un potentiel? Ce mouvement donc de surperformance des altcoins ou encore plus des DeFi coins. Alors, tu veux, Valentin, ou je... je t'en prie.
Alors, c'est une bonne question. Déjà, première chose, il y a beaucoup de personnes qui ne font pas d'analyse technique sur la dominance parce qu'ils se disent que ça n'a aucun sens. Effectivement, la dominance, ça se traite pas en fait. Enfin, il n'y a pas de contrat sur la dominance, mais en réalité, derrière les mouvements de la dominance, c'est les mouvements relatifs entre BTC et les halts. Il y a eu un rejet sous les 73. Moi, je pense que nous sommes toujours dans une alt season. Ça va se replier davantage. C'est pas que le BTC va chuter, mais oui, la dominance, je pense qu'elle peut se replier davantage. Il y a quelque chose entre les 60% et les 73%, voire peut-être même un poil plus bas. Mais je pense que le rebond de la dominance, c'est pas c'est pas tout de suite maintenant, alors que BTC entame à peine sa phase de retracement et qu'il y a beaucoup de halts qui sont encore tout en bas. Alors c'est des halts mineures moyennes, mais elles sont encore tout en bas. Et je suis persuadé que là, les capitaux, peut-être qu'ils s'allègent un peu sur BTC, je cherche encore ces opportunités. Donc, patience pour un retour en surperformance du BTC. Je vois ça comme ça. Oui, je suis assez d'accord. Tu as montré aussi deux indices tout à l'heure. Un, c'était Alt et l'autre, c'était DeFi. Ouais. Voilà, c'est ça. Ce sont des indices comparer les deux, peut-être. Voilà, alors ce sont des indices synthétiques, donc là les alt et puis là spécifique aux jetons de la finance décentralisée. Bon, on voit ce qui s'est passé ces 3 dernières semaines. Là aussi, hein, il y a eu un excès. Mais techniquement, oui, ça peut s'appréhender. Alors il y a quelque chose d'intéressant qu'on peut faire. On peut aller très loin. Hein. Et ce que vous avez sous les yeux, alors c'est pas un indice synthétique, je l'ai créé en fait, je l'ai créé avec TradingView. C'est un ratio alt sur le BTC. Ouais. Donc j'ai pris l'indice synthétique des alts au numérateur et j'ai fait la fraction avec le BTC. Et là, on voit que y a une espèce de retournement, on peut même une divergence. Bon, voilà. Donc je pense que la alt season, en fait, elle vient à peine de commencer. C'est intéressant. Ok. Alors, question de Arnaud, et puis ensuite, il me semble que c'est la dernière, oui. Bonjour, j'aurais 2 petites questions. La première, pensez-vous que les investisseurs institutionnels, banques, hedge funds, etc., vont continuer à adopter les crypto-monnaies de plus en plus? Alors, on va répondre à cette première question. Moi, je pense que... Alors, banque, je ne pense pas. Après, hedge fund, tout ce qui va être activité spéculative, je pense que oui. Après, il y a des services comme PayPal, comme d'autres entreprises comme PayPal qui vont vraisemblablement accepter les crypto-monnaies. Ça va être de plus en plus accepté. On a eu Amazon il y a longtemps, il me semble. Hein. Enfin, voilà, c'est de plus en plus accepté. Donc je pense que c'est vers cette tendance-là que nous allons. On voit BlackRock, il y a des annonces qui sont faites assez régulièrement d'une société ou d'une autre en faveur d'une adoption de la crypto-monnaie, hein, d'une façon ou d'une autre. Donc, je pense que ça va dans ce sens-là, quoi. Et il y a encore une marge de progression énorme. Hein. C'est pas beaucoup utilisé encore aujourd'hui Bitcoin, hein, ou les crypto-monnaies d'une façon générale. Donc ouais. Ouais, et puis, comme la finance, elle est confrontée à un environnement, les taux très bas, il y a plein de liquidités, et les gérants cherchent du rendement. Alors, bon, on va pas transférer tous les flux de capitaux qui sont sur le marché du crédit vers le BTC, mais il faut le voir comme un actif de diversification en plus. Pour les instituts, du moment qu'il y a des futurs et des options, ils peuvent y aller. Donc là, il y en a, le volume augmente. Ils allaient peut-être avant sur les futurs, je ne sais pas, les contrats futurs gold, un petit peu à la marge. Maintenant, c'est un actif, des actifs en plus pour se diversifier. Donc oui, il n'y a pas de raison, sauf signe noir, je dirais, de régulation, c'est-à-dire interdiction formelle, la bourse de Chicago qui retire ses contrats à terme, parce que tous les États s'unissent, mais là maintenant les États ils ont plutôt tendance à vouloir créer leur propre pièce numérique, donc sauf signe noir, c'est-à-dire bon, on ne sait pas. Je pense que ça va se poursuivre. La tendance à l'utilisation croissante va se poursuivre dans les années 2020.
Oui, et puis en plus, en parlant de réglementation, je pense que là où il y a la risque, c'est une réglementation sur, comment dire, l'anonymat en fait des transactions, parce que c'est pas le Bitcoin le problème. Le problème, c'est l'anonymat. Mais il peut avoir une régulation sur au niveau des plateformes d'échange. Ça, c'est possible, et ça ne remettrait pas en cause, en question l'existence du Bitcoin. Donc c'est pas le Bitcoin hein, enfin, j'ai du mal à imaginer le Bitcoin disparaître. Parce que les États ont décidé qu'ils disparaissent. Hein. C'est surtout, je pense, le risque. Et c'est pas vraiment. Enfin, j'ai du mal à voir comment ça pourrait avoir un impact sur le cours du Bitcoin. Hein. Peut-être à court terme, un peu d'inquiétude, de panique, mais ça remettrait pas en cause l'existence du Bitcoin, le fait de réguler l'anonymat des transactions à travers les plateformes d'échange que tout le monde connaît. Oui, là, il y a des petites mesures qui commencent à se mettre en place. Par exemple, tu as ton portefeuille crypto, tu veux faire un transfert de Bitcoin vers un portefeuille externe. Bon, maintenant, tu peux le faire dans l'anonymat, on te demande rien. Bon, peut-être qu'on peut envisager lors des prochains mois, prochaines années, on demande à ce que soit spécifié l'adresse destinataire, si elle soit enregistrée quelque part. Donc des éléments comme ça, quoi, pour éviter le blanchiment d'argent, en fait. Mais Il me semble que déjà sur beaucoup de plateformes, il y a quand même, enfin pour s'inscrire sur des plateformes, etc. Donc là où c'est pas un marché régulé, hein, où c'est pas des options, c'est pas des futurs, ou alors c'est même pas des CFD. Sur le CFD, vous passez par un broker. Le broker, il est obligé d'avoir toutes ces informations-là. Mais si on passe sur des plateformes de crypto-monnaie, en tout cas les plus grosses, elles demandent quand même votre identité. Hein. Vous devez présenter des papiers d'identité. Donc déjà aujourd'hui, il y a quand même, enfin, c'est pas la transparence la plus totale, à part si vous êtes un spécialiste de l'informatique. Voilà, il y a possibilité d'envoyer des bitcoins sans passer par des plateformes, il me semble. Mais sinon, pour le commun des mortels, la personne lambda qui n'a pas de connaissances informatiques particulières ou même pas qui n'est pas expert, il doit présenter des papiers. Enfin, en tout cas, la plupart des plateformes exigent des papiers d'identité pour ouvrir son compte de crypto-monnaie. Donc, puis ça donne voilà. un cadre comme ça. Et puis de toute façon, c'est le cash, hein, la liquidité pure est là où il y a un risque, le risque maximal. Donc non, je trouve que c'est une bonne chose que petit à petit les échanges en crypto comme ça et quelques règles pour que définitivement on sorte les cryptos de cette image de mafia, blanchiment, etc. Non, c'est une bonne chose. Pour la question qu'elle a posée, s'il y aura une vidéo de la présentation, effectivement, la présentation est enregistrée, donc nous la publierons sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Il y a un délai généralement d'une semaine. Ok, alors on a une dernière question donc, de Sébastien, puis ensuite c'est une question pour IG, de Grégory. Donc je te laisserai répondre ça, Andreas. Ne faut-il pas se méfier du Bitcoin alors que la BCE compte sortir sa propre crypto-monnaie? Alors je pense que c'est deux choses totalement différentes. Hein. La BCE va sortir sa crypto-monnaie, mais ça sera quoi? Ce sera un euro électronique. Hein. Donc ça sera adossé à l'euro spot qu'on connaît, enfin l'euro dollar, l'euro GBP, enfin ça sera l'euro en fait, mais sauf sur une blockchain, quoi. Alors que le Bitcoin, Bitcoin, les altcoins sont totalement indépendantes, pardon, elles sont pas régulées par une banque centrale. Donc non, j'ai du mal à voir le pourquoi la crypto-monnaie de la BCE ou de la Banque de Chine, parce que la Banque de Chine, elle a sorti sa crypto-monnaie, ou alors elle est sur le point de sortir sa crypto-monnaie. Les crypto-monnaies des banques centrales, je pense pas que ce soit une menace, que ça va avoir un impact quelconque en fait sur les autres crypto-monnaies qui sont totalement indépendantes de toute organisation. C'est même une reconnaissance, on peut même dire, même une reconnaissance de l'utilisation de la blockchain pour créer des monnaies numériques. Mais oui, si chaque État crée son jeton numérique, ça devrait, pour le moment en tout cas, ça ne nuit pas à ce qu'on appelle la blockchain publique. Donc non, moi je vois tout comme ça comme au contraire, c'est une reconnaissance. Il y a encore quelques années, toutes les banques centrales, les États crachaient sur Bitcoin en disant voilà, c'est de la fraude, c'est un danger, etc.
Le monde a quand même bien changé en 3 ans, où maintenant on voit les États créer leurs propres jetons. Donc, moi, je vois plutôt ça de manière positive. Il y avait une dernière question pour IG. Alors, à ce jour, nous ne proposons que des cryptos en CFD. Il n'y a pas d'option. À terme, on envisagerait de proposer donc du physique, des cryptos en physique, donc sans effet de levier. Donc c'est une solution qui est en train d'être étudiée, mais ce n'est pas encore d'actualité. L'avantage entre guillemets de trader, que je peux trouver, trader Bitcoin via CFD, c'est comment vous n'avez pas de problème de stockage, de sécurité. Enfin, c'est le broker au final, c'est IG qui prend tous ces risques-là. Vous tradez le Bitcoin, le prix, et puis ensuite vous n'avez pas à vous soucier de tous ces risques de hack ou de quoi que ce soit. En effet, ça fait partie du service. C'est l'avantage que je vois, quoi. Bon, écoutez, je pense que nous avons fait le tour des questions. Merci à toi, Valentin. Merci à tous. Merci à Andreas. Merci à IG. Je suis ravi d'avoir pu participer à cette vidéo d'1 heure sur le BTC. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Encore une fois, l'enregistrement sera disponible. À la fin de la session, il y aura un petit sondage que vous invite à répondre. Voilà, si vous avez été satisfait de cette présentation. Et également, si vous avez des suggestions pour d'autres thèmes éventuels. Nous sommes ouverts donc à élargir notre palette. Voilà, et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci à tous. Au revoir Valentin, au revoir Vincent. Au revoir. Au revoir.